partie du texte, il explique, il est ouvert justement à la contradiction et aux idées, même aux superstitions. Et puis dans une autre partie du texte, il explique dans la conversation, on arrive à s'élever à condition de converser avec des esprits affûtés et non pas avec des esprits. Alors il les appelle, je ne sais plus comment il dit, bas. Là, il y a une notion de bassesse dans le. Voilà. Ouais, c'est clair, Natacha? Donc maintenant, qui voit en effet une contradiction, qui est d'accord avec Antoine que là, il y a une contradiction? Qui est d'accord avec Antoine il semble qu'il y ait une contradiction. Et qui pense que non, en fait, il n'y a pas de contradiction. Et qui n'en sait rien? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas? OK. Alors, ben, on va écouter ceux qui pensent qu'il n'y a pas de contradiction, hein, qui pourraient nous dire pourquoi il n'y a pas de contradiction dans ce que dit Antoine. Enfin, il se trompe quand il dit qu'il y a une contradiction. Jean-Jacques? Parce que Montaigne a expliqué dans le texte que ce qui était important pour lui, c'était la forme, voilà, que les gens sachent discuter. Donc, pour que quelqu'un lui apporte quelque chose, il faut à la fois qu'il ait des idées différentes, mais qu'il sache aussi discuter. Et on ne retrouve pas chez ceux qu'ils appellent comme ayant les esprits bas, c'est ceux qui ne savent pas discuter. D'accord. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que une personne peut s'opposer à Montaigne, il faut juste qu'elle ait la méthode, quoi. Alors, est-ce que… C'est pas de l'intolérance de sa part, il reproche pas. Il accepte qu'elle ait des idées différentes. Hein. Au contraire, il aime les idées différentes, mais ce qu'il n'aime pas, c'est quand la forme n'est pas respectée. J'avais noté justement un bout du texte. Dans le premier paragraphe, il dit qu'il s'instruit des autres. Et dans ce qu'il dit, il dit « Tous les jours, la contenance sotte d'un autre m'avertit et m'avise ». Donc, a priori, la sottise pourrait être aussi de ne pas se plier à la méthode. Donc, dans le paragraphe B, il attend des autres qu'on suive la méthode de conversation. Donc, dans le paragraphe. Ok, donc d'un côté, il dit qu'il apprend même des sots. Hein. Donc, on peut supposer que les sots sont justement ceux qui n'utilisent pas la méthode. Et d'un autre côté, il dit qu'il ne discute pas avec n'importe qui. Alors, donc, contradiction ou pas? On est un petit peu, on vacille là, on hésite. Qui pense que, à nouveau, on va aller voir dans ceux qui pensent non, il n'y a pas de contradiction. Anna? Je pense que c'est pas parce qu'il refuse de mener des discussions avec les sots qu'il considère qu'il ne peut pas apprendre d'eux juste en les observant ou juste en… Oui, juste en les observant. Oui. En observant leur fonctionnement finalement. Alors, ça va ce que dit Anna? Est-ce que c'est clair pour toi, Antoine? Oui. Donc, alors à nouveau, Anna te montre qu'il n'y a pas de contradiction. Oui, il ne me semble pas qu'il y ait de contradiction. Oui. Bon. Alors, est-ce que Anna nous a éclairci, nous a sorti d'affaire? Il n'y aurait pas de contradiction puisque je peux apprendre des sots en observant, mais pas en discutant avec eux. Ce n'est pas la peine de discuter avec eux. Oui. Par contre, je vais donc discuter avec des esprits plus capables de discuter. C'est ça? On est bon là-dessus? Alors, est-ce que sur l'interprétation, on est d'accord cette fois-ci? Oui.
Alors, ben, on pourrait peut-être problématiser un petit peu, voir si on est d'accord avec Montaigne ou pas, hein, puisqu'on s'est mis d'accord sur l'idée que oui, Montaigne nous dit on peut apprendre des sots, c'est toujours intéressant de les observer. En revanche, discuter avec eux, c'est pas la peine. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette idée de Montaigne que discuter avec des sots et apprendre des sots, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette idée de Montaigne? Qui n'est pas d'accord avec lui? Il y aurait une objection à ce qu'il dit. Ok. Donc il y a 3 personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, 4 personnes qui ne sont pas, 5 personnes qui ne sont pas d'accord. On va écouter Stéphane. Avec quoi n'es-tu pas d'accord dans ce qu'on vient de proposer? Si j'ai bien retenu, il y avait deux choses, si j'ai bien écouté moi. C'était à la fois discuter avec des sots et apprendre des sots. Ce qui me paraît quand même être deux choses différentes du coup. C'est ce que Anna vient de dire, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des sots parce qu'on les observe, mais discuter avec eux, ça ne vaut pas le coup, quoi. Hein? Donc, moi, je serais plutôt d'accord avec le fait qu'on en apprend en les observant. Oui. Et en discutant, peut-être un peu aussi, mais un peu moins quand même. Bon, alors là, pour l'instant, on ne voit pas vraiment d'opposition. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec Montaigne que discuter avec des sots, ça ne vaut pas la peine? Alors, peut-être qu'on peut aller quand même encore un petit peu chez Montaigne, aller voir pourquoi il dit ça, au fait. Parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment approfondi pourquoi Montaigne nous dit non, mais discuter avec des esprits bas et sots, ça ne vaut pas le coup, quoi. Alors, il faudrait peut-être retourner qui pourrait nous redonner le passage? C'est quel paragraphe, Antoine? C'est le paragraphe B. Il est intéressant de converser avec des esprits vigoureux et réglés. Il n'en est pas autant de le faire avec des esprits bas et malades. Paragraphe B. Le paragraphe B. Alors, peut-être on peut questionner ça. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que notre esprit s'abâtardit par le commerce continuel et la fréquentation que nous avons avec les esprits bas et malades? Pourquoi est-ce qu'il affirme un tel point de vue? Alors, il y a Stéphane qui a une hypothèse. Oui, vas-y Stéphane, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'il soutient cette Alors, une hypothèse pourrait être que ça nous laisse toujours dans la confusion, dans la confusion des propos, dans la confusion des idées. Donc, c'est pour ça qu'il dit que ça ne peut pas être intéressant sur la durée, quoi. Peut-être une hypothèse. Oui, donc ça nous met dans la confusion, hein. Si je discute avec un esprit, comment il dit, bas et malade, ça me met dans la confusion. Ouais, qui est d'accord avec l'hypothèse de Stéphane. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une autre idée? Pourquoi c'est peine perdue de discuter avec un esprit bas et malade? Autre idée que le fait que ça va nous mettre dans la confusion, Antoine? C'est ce que Montaigne dit un peu plus loin, juste après, c'est que en fait, c'est là où il trouve sa limite, c'est que lui, il va s'agacer. Il va Oui. s'agacer. Du coup, il trouve sa limite. Il ne peut pas discuter avec des esprits qu'il considère bas et malades parce que lui, ça va l'agacer. D'accord. Oui, vous êtes d'accord avec l'interprétation d'Antoine? Ok, il y aurait deux. Enfin, oui, est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord? Il y a deux hypothèses. Pourquoi c'est vain et futile de discuter avec un esprit bas et malade? C'est que ça nous met dans la confusion et ensuite je m'agace, enfin, dit Montaigne. Et si je m'agace, je ne peux plus discuter, quoi, hein. Autre chose, est-ce que quelqu'un aurait vu un troisième argument, Jean-Jacques? Il y a l'idée aussi que c'est que ça pourrait être contagieux, voilà, qui pourrait arriver lui aussi à perdre ses bonnes manières de conversation. Et il en parle plus loin d'ailleurs avec les gens qui invectivent, qui s'énervent en disant que lui, il va faire la même chose après. Oui, oui. Donc il va devenir aussi con que l'autre, donc non. Non. Ça va peut-être avec l'idée d'Antoine, hein, c'est-à-dire je m'agace et quand je m'agace, ça va plus voler très haut, quoi, hein.
Donc, mieux vaut ne pas m'engager là-dedans. Est-ce que quelqu'un a encore une troisième hypothèse, enfin, une troisième interprétation? Anna? En fait, c'est plutôt pour compléter l'interprétation d'Antoine. Oui. Je pense que la source de l'agacement, c'est l'entêtement qui caractérise vraiment le sot pour Montaigne. Oui. Et, Mmh. voilà, Oui. qui limite d'emblée le dialogue, en fait. Oui. Si je suis face à quelqu'un de buté, alors c'est pas la peine, quoi. Voilà. Je vais m'agacer, on va tomber dans la confusion. Ok, est-ce que quelqu'un a encore une autre idée? Oui, Sylvie? On pourrait perdre son temps et du coup avoir moins de temps pour des conversations nobles et vigoureuses. Ça rejoint un petit peu les autres idées, mais il y a l'idée du temps qui est précieux quand même pour un homme. Perte de temps. Alors, ça, tu le lis dans le texte ou c'est une interprétation que tu fais du texte? Non, c'est plus une. Alors, il faudrait reprendre en détail. C'est plus une interprétation, mais je crois moi, je ressens qu'il aime tellement l'art de converser, mais intelligemment, avec finesse et en qualité plus qu'en quantité, en fait. Et donc, du coup son temps est précieux et compté. Non, je n'ai pas lu vraiment directement. Oui. Alors, mais il ne me semble pas l'avoir lu dans le texte, mais ensuite, il y a des interprétations qui peuvent avoir du sens ou pas, et qui pensent que l'interprétation de Sylvie, elle peut coller avec que Montaigne aurait pu dire ça. Je ne vais pas perdre mon temps avec des gens qui sont... Je pense que Montaigne aurait pu le dire, que ça semble cohérent avec le reste des propos. Évidemment, on ne peut pas en être certain, mais ça peut faire sens par rapport à l'ensemble du texte et à la cohérence du texte. Donc, ce sera une autre interprétation. On ne va pas perdre son temps avec des gens avec lesquels on va tomber dans la confusion et qui vont m'agacer, puis ça ne va pas voler très haut, quoi. Donc, mieux vaut ne pas engager ce type de dialogue avec ces personnes-là. Alors maintenant qu'on a approfondi les raisons pour lesquelles Montaigne nous dit qu'il ne faut pas discuter avec un esprit bas et malade, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Montaigne? Alors ce qui peut être intéressant, c'est de voir les personnes qui ne sont pas, bonsoir Léo, les personnes qui ne sont pas d'accord avec Montaigne. Donc Léo, il va reprendre le train en marche. Hein. On est en train de voir, Montaigne nous dit au paragraphe B, qui ne veut pas discuter avec des esprits bas et malades. On a vu un certain nombre de raisons pour lesquelles il soutient cette idée-là. Et maintenant, on va voir si les participants, si vous êtes d'accord avec Montaigne, que c'est une perte de temps, ça nous rend confus, en plus ça nous agace, inutile de discuter avec eux, ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que non, ça vaut le coup de discuter avec ces personnes-là? Alors, Montaigne a convaincu tout le monde, il n'y a pas d'objecteur à Montaigne, pourtant Montaigne aime bien les contradicteurs. Ah. Jean-Luc. Oui, je pense je crois qu'on peut apprendre des sots, des fous, justement, ils viennent quelque part, ils viennent perturber notre raison, notre méthode. Ouais, alors. Parce que tout à l'heure, on a vu avec Anna nous disait on apprend des sots, mais en les observant, pas en dialoguant avec eux. Alors maintenant, tu vois, dans ce que tu dis, tu as dit je crois que, tu n'as pas donné d'argument pour l'instant. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait un argument qu'en discutant avec quelqu'un qu'on qualifie de bas et malade, de sot, pourquoi ça pourrait être intéressant? Je suis dans le doute tout simplement parce que l'ensemble du texte, il ne me semble pas avoir véritablement pu vérifier ce que vous affirmez là maintenant. Il me semble qu'il discute avec les sots, même dans cette phrase, il dit que continuellement, il l'a eu fait. Alors, tu remets en question tout ce qu'on avait, ce sur quoi on s'était mis d'accord. Bon, est-ce que... J'ai encore des... Oui, mais est-ce que tu peux le prouver? En fait, excusez-moi juste, moi depuis le départ de cette conversation-là, il me semble qu'il faudrait qu'on définisse la sottise pour s'entendre. Oui, alors Anna l'a défini en partie tout à l'heure. Anna, elle a dit que le sot, c'est celui qui est opiniâtre, qui ne veut pas changer de point de vue. Donc, alors, mais maintenant, on va aller voir qui pense que ça peut être intéressant de discuter avec ces esprits bas et malades, ces esprits opiniâtres,
S'il y a des personnes qui pourraient soutenir ça, et quel est l'argument? Pour l'instant, on a du mal à en trouver, hein, Stéphane. Alors, on pourrait imaginer un objectif d'éducation, de vouloir changer ces personnes. Oui. Mhm. Donc, il est sot et buté, mais je vais le changer, quoi, en dialoguant avec lui. Essayer peut-être, voilà. Oui. Ok. Oui. Et apparemment, ça ne semble pas être effectivement le souci de Montaigne. Il me semble, à moins que quelqu'un l'ait lu quelque part, qu'il dise qu'il va éduquer les sots. Est-ce que quelqu'un a lu ça dans le texte? Donc, qui est d'accord avec Stéphane? Ça pourrait avoir du sens d'aller éduquer les sots. La mission stéphanienne, là, c'est ces pauvres abrutis opiniâtres, je vais aller les éduquer. D'accord, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que ça a du sens, hein. Donc on va aller chercher les gens opiniâtres et on va dialoguer avec eux pour les faire grandir, quoi, ces esprits bas et malades. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont d'accord avec toi et qui pensent qui n'est pas d'accord, hein, avec Stéphane. Le problème que je voyais, c'est de mettre dans la même case sot et malade. C'est deux choses un peu différentes. Et quelqu'un a parlé de la folie, entre guillemets, tout à l'heure, au sens où l'a définit la société. Ça peut être très intéressant, au contraire, de dialoguer avec des gens catégorisés comme fous, entre guillemets. On apprend beaucoup de choses, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai sot, je veux bien être d'accord avec Montaigne, mais malade, ça me pose problème. Je ne vois pas la définition de malade, en fait. Je ne sais pas si ça s'apparente à toutes sortes de folie, entre guillemets, au sens de la société ou pas. Ça me gêne de le mettre dans la même case. D'accord, oui, parce qu'il y a les termes qu'il utilise, c'est bas et malade, et puis sot, il utilise aussi, hein. Alors, Anna nous a proposé que celui qui est sot, c'est celui qui est opiniâtre. Et alors, un esprit malade, est-ce que c'est le fou qui est mis au banc de la société? Je m'interroge par rapport à ça. Je n'ai pas trouvé d'éclaircissement dans le texte. Celui-là qui pourrait justement peut-être nous apprendre des choses, ça peut être intéressant de discuter avec lui, mais tu ne fais pas une objection à ce que dit ce que dit Stéphane, pardon. Stéphane dit il faut éduquer les gens opiniâtres. On était parti sur les opiniâtres. Là, tu ajoutes une autre idée, celle de l'esprit malade. Mais est-ce que quelqu'un a une objection? Vous êtes face à quelqu'un de buté, hein, ça vous est déjà arrivé, peut-être vous-même d'ailleurs en faites-vous partie, hein. Vous êtes face à quelqu'un de buté, mais enfin, si vous êtes un atelier philo, on peut espérer que quand même vous avez au moins l'aspiration de vous assouplir un peu. Est-ce que ça vaut le coup de discuter avec lui pour l'éduquer, comme dit Stéphane, ou bien vous pensez que non, ça pose problème, ça n'a pas de sens? Anna? Peut-être que en discutant avec quelqu'un de borné, ça nous aide à prendre conscience de nos propres limites à convaincre quelqu'un et à se faire une idée plus précise de notre capacité et de notre impuissance à raisonner l'autre et à avoir des arguments même. Donc, c'est pas toujours pas une objection à Stéphane, en fait, qui dit il faut éduquer les sots. Non, pardon. D'accord, ça va dans le sens. Non, c'était une objection à Montaigne. Oui, c'est une objection à Montaigne. Ça va dans le sens de Stéphane. Oui. C'est intéressant de discuter avec un sot parce que ça me met à l'épreuve de moi-même. Anna, si elle discute avec une personne butée, elle va commencer à s'énerver et elle va se dire mais Anna, pourquoi tu t'énerves? Ça va la mettre à l'épreuve d'elle-même. C'est ça, Anna? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, ça nous fait deux arguments pour aller discuter avec des gens bornés. Je me mets face à moi-même et puis peut-être je peux l'éduquer. Ah, je vois que Stéphane lève la main. C'est pourquoi faire, Stéphane? C'est compléter? Je voulais savoir si j'avais le droit de penser contre moi-même. Tu veux penser contre toi-même? Alors, vas-y, oui. Alors, je pense que c'est aussi en partie vain de vouloir discuter parfois avec les sots pour les éduquer. Enfin, je pense à un cas concret de quelqu'un que je connais
Parce que pour avoir essayé, après, quand je n'ai plus de moyens, quand ça ne marche plus, j'abandonne. Oui. Bon, bah alors tu as trouvé ta Donc là, j'ai un limite. problème de moyens. D'accord. Quand j'arrive à mes limites, je pense que ça ne sert plus à rien. Oui, d'accord. Donc tu as trouvé ta limite grâce à cette personne. Bah, avec lui, en tout cas. Oui. Donc il t'a montré, là, il y a un point, c'est pas la peine de continuer. Mm. Oui. Bon, donc c'est intéressant, ça rejoint ce que disait Anna. Là, tu sais que Stéphane connaît sa limite. Stéphane n'est pas tout puissant. Il ne veut pas transformer les sots en gens, en esprits vigoureux et intelligents. C'est la limite de Stéphane. Ouais. Il ne peut pas faire de miracle, quoi. D'accord. Ok, je vois des mains qui se lèvent et des réactions aux propos qu'on vient de tenir. Ça fait réagir, hein. C'est intéressant de voir. Ça fait réagir. Bon, bah alors, on va demander, Mathilde, bah, pourquoi tu lèves la main? C'est pour faire quoi? Parce qu'en C, en paragraphe C, les 3 premières lignes, Montaigne s'accuse lui-même en disant que la sottise est sûrement une mauvaise qualité, mais ne pas pouvoir la supporter, comme cela m'arrive, c'est une autre sorte de maladie. Donc en fait, en paragraphe C, Montaigne lui-même, il précise que de pas supporter la sottise, c'est une sorte de maladie. Oui. Ça marche au paragraphe C. Donc, Et il s'en accuse. Il s'en accuse lui-même. ouais, il s'en accuse lui-même. Donc, comment mettre de la cohérence dans tout ça par rapport à ce que dit Mathilde? Parce qu'on vient de voir qu'il ne faut pas discuter avec les sots. Puis là, il dit, je m'accuse moi-même de m'agacer, quoi. Alors, Yann. Bah, là, on revient, il me semble, sur la contradiction qu'avait soulevée Antoine, mais qu'on avait résolue par la suite en disant qu'il fallait distinguer les idées sottes du comportement ou de la méthode utilisée dans la conversation. Et ce que soulève Mathilde, en fait, Montaigne il parle de la sottise en tant qu'idée. D'ailleurs, il le développe après, il parle des superstitions, il parle de je ne sais plus quoi encore. Et donc ça relève bien du type d'idée qu'on peut quand même examiner et auquel on peut tenter d'objecter. Et puis le comportement opiniâtre qui est difficile à faire juguler. Voilà. Alors, qui comprend Yann? Il y a Natacha qui te comprend, mais bon, il n'y a pas un propos clair. Ça y est, tout le monde lève la main. Donc, c'est pas hyper clair. Il y a peut-être des gens qui volent à ton secours, là. Parce qu'en même temps, est-ce que tu as conscience du ton que tu emploies? C'est un petit travail sur toi, Yann. Hein. Est-ce que c'est quel genre de ton que tu utilises? Fatigué. Un ton fatigué? Ça t'intéresse de voir les autres personnes, quelle tonalité elles perçoivent dans ta façon de... Il y a une sorte de tonalité quand on parle. Hein. Ça m'intéresse, oui. Qui peut dire à Yann, il est habitué au travail sur soi, hein, Yann, donc vous pouvez y aller. Quelle tonalité on entend dans sa façon de s'exprimer? Il y a Jean-Baptiste et Jean-Jacques, pardon, il connaît bien Yann. Ce serait intéressant, quelqu'un qui connaît moins, pour commencer en tout cas. Marlène. J'ai trouvé peut-être un ton un peu professoral. Genre, moi je sais, et puis je vais vous dire, voilà. Qui partage le point de vue de Marlène, qui a quelque chose d'un peu professoral dans la tonalité de sa façon de parler, quoi, chez Yann. Il y a Gérard qui voit ça, Marlène. Bon, il est prof, Yann, donc ce ne serait pas très étonnant. Hein.
Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois Estelle, tu levais la main. Est-ce que tu perçois quelque chose chez Yann? C'était un peu similaire, mais professoral, ça me paraissait excessif parce qu'il y avait un côté aussi un peu fatigué, comme il a dit lui-même. Du coup, ça se contredit, professoral, fatigué. Ouais, et Marlène, quand tu l'as vu professoral, est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs types de ton professoral? Il y a le professeur un peu hautain qui vous fait la leçon, et puis il y a le professeur plus pédagogue qui vous accompagne. Tu verrais quoi chez Yann? Et j'aurais plus vu le côté un peu pédagogue, ouais, que Pédagogue, finalement, ouais, c'est pas le prof ouais, pas condescendant, quoi. Non, non, c'est ça. mais plutôt pédagogue, hein, gentil pédagogue. Ok. C'est ça, avec de la bienveillance, si on veut utiliser un mot passe-partout, là, mais ouais. Voilà. Autre chose sur la tonalité des propos de Yann. Jean-Jacques? Moi, je l'ai trouvé hésitant. Hésitant. Bon. Alors, de ce qu'on t'a proposé, Yann, qu'est-ce qui te parle le plus? Où est-ce que tu te reconnais le plus? J'ai essayé d'être pédagogue, mais c'est vrai que j'étais hésitant. D'accord. Mais donc, tu te reconnais dans ce côté pédagogue? Oui, Ouais. oui, je m'efforce de l'être. Ouais, ouais. Eh bien, peut-être on peut voir le problème que ça pose. Alors, on voit bien que ça a du sens de vouloir être pédagogue. Hein. Le sens, c'est qu'en principe, l'autre, il se sent en sécurité. Un pédagogue bienveillant, l'enfant se sent en sécurité quand le pédagogue bienveillant lui explique. Est-ce qu'on peut voir maintenant une autre dimension du côté pédagogue qui pourrait être problématique, justement? Bah, ça peut être perçu comme professoral, justement, et puis du coup, ne pas être écouté. Enfin, ça peut être rejeté. C'est une parole qui peut être rejetée, une parole qui viendrait d'en haut et qu'on n'écoute pas parce qu'on n'est pas dans l'échange avec ce genre de parole. C'est ça le problème que tu verrais chez le pédagogue. On n'est pas dans l'échange puisque justement… Est-ce que quelqu'un verrait un autre problème dans le ton du pédagogue, donc du pédagogue bienveillant, hein, autre problème? Natacha? Moi, ce que je verrais comme souci, c'est la possibilité de perdre l'information, de la déformer. Et pourquoi, quand le pédagogue est bienveillant, on pourrait perdre l'information? Parce qu'en fait, si on est sur quelque chose de très complexe, et ben, pour pouvoir l'expliquer, on est obligé de perdre de la finesse dans le raisonnement, dans l'information. Qui comprend Natacha? Qui peut reformuler ce que dit Natacha? Moi, je n'ai pas compris ce qu'a dit Natacha. Qui peut reformuler? Jean-Jacques? Natacha veut dire que le pédagogue, il a une tendance à la vulgarisation, il essaye de simplifier sa pensée, donc on perd des éléments. C'est ça, Natacha? Ok, d'accord. Et le pédagogue bienveillant, on a envie de l'écouter ou pas, Yann? S'il est bienveillant, on a envie de lui dire… Je me demande je me demande s'il n'y a pas déjà un côté infantilisant. Ça peut pas être perçu de façon un peu infantilisante. Et puis, d'autre part, peut-être que ça n'offre pas suffisamment de résistance. Enfin, il n'y a pas de… Quand tu es face à un pédagogue bienveillant, Yann, qui te dit les choses avec gentillesse et tout, tu as envie de lui dire non ou… Voilà, on n'a pas envie d'objecter, quoi. C'est ça. On a envie d'être sympa. Qui est d'accord avec Yann qu'avec le pédagogue bienveillant, on a envie d'être sympa. Ouais, donc il y a un certain nombre de personnes qui sont d'accord. Donc les gens, ils ont envie d'être sympas, tu vois. Dire mais oui, Yann, on te comprend. Mais au risque du contenu de ton propos, finalement. On va te dire oui pour te faire plaisir, quoi. Parce qu'on a envie d'être gentil avec le gars qui est gentil. Donc, ok.
Et tu connaissais cet aspect-là? Bien sûr, Oui. c'est mon problème. Oui, c'est le problème. Alors, maintenant, il te reste une demi-heure pour pour changer de posture. Donc, on va revenir à Montaigne, peut-être être le vigoureux. Comment il dit Montaigne? L'opposant, c'est un peu viril, hein, il utilise le terme viril et combatif. On va voir. Donc, on en était à s'interroger sur. J'ai perdu le fil, quelqu'un se souvient? On s'interrogeait sur la sottise. Oui, c'est discuter avec un sot qui pourrait nous rappeler où on en était. Marlène. On en était à Mathilde qui avait souligné au paragraphe C que Montaigne s'accuse lui-même d'une maladie en écoutant les sots, quoi. Donc, on se demandait ce que ça venait faire là, quoi, ou la pertinence de ça. Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un peut... Parce que Montaigne dit qu'il ne discute pas avec les sots, mais en même temps, c'est une sorte de maladie, ouais. Jean-Jacques. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction chez Montaigne. D'un côté, il pense que ça ne sert à rien de discuter avec les sots, qu'on perd son temps, mais de l'autre, il pense qu'il ne devrait pas s'agacer pour autant. D'accord. Est-ce que ça va le propos de Jean-Jacques, c'est clair ou pas? Oui, je vois qu'il y a déjà des réactions. Alors, c'est pourquoi faire. Léo, avant de le faire, est-ce que tu peux nous dire ce que tu veux faire, conscientiser l'objectif de ta prise de parole? Tu veux donner un exemple, un commentaire, une objection par rapport à Jean-Jacques? Tu veux faire quoi? Ce serait ajouter un élément par rapport à Jean-Jacques, effectivement. D'accord, ok. Un ajout, vas-y. Je suis assez d'accord en fait avec Jean-Jacques, et je dirais que c'est en fait il exprime peut-être une vérité qui est personnelle. Il n'y a pas une ambition en fait de vérité peut-être générale ou objective par ce biais-là. Ouais. Donc il dirait moi c'est ma limite. Moi, Michel de Montaigne, c'est ma limite. Je m'énerve quand je discute avec des sots. J'ai un problème avec ça. Voilà. Mais il n'a pas prétention à universaliser. Il n'est pas en train de nous dire ne discutez pas avec des sots. C'est ça? C'est comme ça que je le comprendrais, effectivement. Ouais. Ok. Bon, alors, qui est d'accord avec Léo, ce serait quelque chose de plutôt personnel, lié à ses propres difficultés, quoi. Est-ce que quelqu'un, alors je ne vois pas, qui n'en sait rien, qui fait autre chose, qui pense à autre chose, qui n'a pas entendu Léo, qui n'a pas entendu Léo? Bon, il y a Estelle, hein, Estelle, elle est ailleurs. Estelle, qui peut répéter pour Estelle, tu reviens parmi nous? Oui, tu es fatiguée ce soir? Oui, bon, alors on va te réveiller alors. En général, quand on sollicite quelqu'un, ça le réveille. Alors, qui peut répéter ce que vient de dire Léo pour Estelle? Estelle, tu choisis qui? Quelqu'un qui a un peu moins parlé, levez la main. Je vois personne lever la main. Mathieu. Dans ce que nous disait Léo, c'est qu'en fait, quand Montaigne dit qu'il ne faut pas discuter avec les sots et que lui, il s'énerve quand ça lui arrive, et ça n'a pas une prétention universelle, mais c'est une prétention personnelle, c'est son cas à lui. Ça va, Estelle? Oui. Ouais. Et toi, Estelle, quand tu es face à quelqu'un qui est sot et buté, ça t'énerve ou tout va bien? Oui. Non, ça m'énerve. Oui. Donc, tu es comme Montaigne alors? Sur ce point, oui. Oui. D'accord. Ouais. Alors, qui est comme Montaigne et s'agace rapidement quand il est face à quelqu'un de sot, alors par opiniâtreté, quelqu'un qui est un peu buté, qui s'agace? Alors, c'est quand même assez fréquent. Alors, qui ne s'agace pas quand il est face à quelqu'un de buté, tout va bien,
Il y a Jean-Luc hein, qui n'a pas l'air d'être un homme qui s'agace facilement. Jean-Luc, c'est ça, Jean-Luc? C'est difficile de te trouver. Si on te cherche, on ne te trouve pas. Jean-Luc, il faut que tu mettes ton micro. Effectivement. Donc, disons que dans discuter avec un sot, c'est aussi le lien social, c'est-à-dire c'est la partie de la communication qui n'est pas qu'un échange d'idées, c'est aussi Et toi, tu t'agaces pas accepter de faire du lien social. Et donc, oui. Mais là, je m'adresse à Jean-Luc. Hein. Toi, tu t'agaces face à quelqu'un de buté? Non. Non, tu t'agaces pas. Qui croit Jean-Luc? Qui ne le croit pas? On te connaît, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Hein, donc, bon. C'est bien, tant mieux. Comment peuvent-ils ne pas te croire alors qu'ils ne te connaissent pas? Ça peut être intéressant. Hein, on va essayer. Tiens, demande à quelqu'un qui ne te croit pas, gardez la main levée. Ils ne t'ont pas fréquenté. Et pourquoi ils peuvent prétendre un truc pareil? Vas-y, Jean-Luc, à qui demandes-tu? J'ai demandé à Marlène. Parce que je pense qu'on a tous des limites et la limite, elle n'est pas extensible. Donc, même si on a la volonté et l'ambition d'être super empathique ou compassion, et moi, rien ne me touche. Je pense qu'à un moment donné, ça vient quand même nous titiller. C'est humain, non? Donc, Marlène prétend, Jean-Luc, que des fois, ça doit t'arriver qu'on arrive à te titiller et à te mettre hors de toi. Ça t'est déjà arrivé dans ta vie ou pas? Oui, tout à fait, oui. Ah, quand même. D'accord. Donc, Jean-Luc, quand même, c'est un être humain qui peut s'énerver. D'accord. Oui. Alors, après, c'est pas forcément la sottise qui peut être énervante. Pas forcément la sottise. D'accord. Et alors, est-ce que c'est indiscret, Jean-Luc, de demander, toi, qu'est-ce qui t'énerve? Tu fais comme tu veux. Soit tu nous le dis, soit tu nous le dis pas. Si tu veux pas nous le dire, c'est pas grave. Mais toi, si je peux dire, ce serait plutôt, par exemple, ça peut être la mauvaise foi. La mauvaise foi, d'accord. La mauvaise foi qui est une autre forme de sottise. Être buté, être de mauvaise foi. D'ailleurs, on peut être buté et de mauvaise foi, ça peut marcher ensemble. Ouais. Qui pense que celui qui est buté, qui ne veut pas changer d'avis, c'est plutôt quelqu'un de mauvaise foi. Ah. Donc là, Jean-Luc, on va voir un argument qui pourrait nous montrer que celui qui est buté, qui ne veut pas changer d'avis, pourquoi il est de mauvaise foi? Natacha? Il faut que tu mettes ton micro, Natacha. Pardon. Simplement parce que, tu viens de le dire, il ne veut pas changer d'avis, il veut avoir raison. Et donc ça serait une définition de la mauvaise foi. C'est celui qui ne veut pas changer d'avis, alors qu'il sait bien qu'il a tort. Ouais. Oui. Autre chose sur mauvaise foi et être buté, quelqu'un avait une autre idée, Georges? Je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, on peut être, la mauvaise foi, c'est quand on sait qu'on a tort et qu'on y va quand même. Mais on peut être buté et ne pas savoir qu'on a tort. Pour nous, on peut effectivement penser qu'on a raison, alors qu'en réalité, on a tort et on ne le sait pas. Et on est buté, on est pourtant buté. D'accord, donc on est en train de définir la bêtise humaine. Hein. Alors, on voit qu'il y a plusieurs façons d'être bête hein, qui peuvent nous concerner aussi, hein, puisque Montaigne, vous vous souvenez, dit, je ne sais plus comment il formule, on ne sent pas son propre fumier. Hein, il a une expression très, très charnelle pour dire, ça on ne sent pas nos propres odeurs, elles ne nous dérangent pas, et notre propre bêtise, on ne la voit pas. Mais ce qu'on est en train de dire d'être buté, ça concerne peut-être aussi chacun de nous. En tout cas, on voit qu'il y a une façon d'être buté de mauvaise foi. Je sais très bien que je raconte n'importe quoi, mais je m'entête. Ou bien une autre façon, je suis buté, mais je ne vois pas que je ne mens pas, quoi. Je suis sincère dans ma façon d'être buté. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Georges? Ça ne peut pas marcher comme ça, Antoine.
au moins on peut être sincèrement de mauvaise foi. C'est-à-dire quelqu'un buté qui n'accepte pas de communiquer ou de remettre en question ses croyances, c'est de la mauvaise foi, même s'il y croit sincèrement. Donc, ouais, hypothèse d'Antoine, on peut être buté et sincère, en fait. C'est ça? Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Georges? Il faut ton micro. J'ai du mal à voir quelqu'un de sincère être de mauvaise foi en même temps. S'il est sincère, il ne peut pas être de mauvaise foi. Je le vois comme ça, mais après, je ne sais pas. Alors, on va aller voir ça. Comment ça peut marcher qu'on soit sincère et en même temps de mauvaise foi? C'est l'hypothèse d'Antoine, mais on pourrait l'étayer un peu plus. Comment je peux être sincère et en même temps mentir, quoi, ce qui semble quand même paradoxal. Gérard. Quand on est persuadé de sa mauvaise foi, on peut être sincèrement persuadé de sa mauvaise foi. Ouais. Donc on tombe avec l'exemple de Sartre par rapport au garçon de café. Ouais, alors c'est vrai que Sartre, tu fais référence à Sartre, il distingue la mauvaise foi de l'authenticité et il dit, pardon, la sincérité de l'authenticité. Et il dit qu'une personne sincère est de mauvaise foi, en fait. Mais bon, sans nécessairement il faudrait expliquer un petit peu plus maintenant en quoi celui qui est sincère, on peut considérer qu'il est de mauvaise foi. Alors, c'est pas nécessaire de faire référence à Sartre, mais qui pourrait... C'est dur à expliquer. D'ailleurs, lui, il l'a expliqué sur plusieurs pages. L'expliquer simplement, ça me paraît difficile. Ah, alors, soit tu connais l'argument. C'est de la mauvaise foi, vous voyez, c'est ça de la mauvaise foi. Oui, non, quand on veut vraiment se persuader d'être d'avoir raison, on peut se persuader et passer au-delà de sa mauvaise foi. C'est pas incompatible. Attends, on va voir si on te saisit là. Est-ce que tu t'y connais en mauvaise foi, Gérard? Je suis un professionnel de la mauvaise foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette mauvaise foi? Alors, mais est-ce que tu es dans la mauvaise foi sincère, hein? Qu'est-ce que ça veut? Comment on peut être à la fois sincère et de mauvaise foi? Est-ce que quelqu'un pourrait développer cette idée? Comment ça peut marcher? Ça semble quand même contradictoire a priori, mais Marlène, tu peux faire ça? Comment on peut être sincère et de mauvaise foi? Je ferai une analogie avec le menteur qui ment tellement bien qu'il croit à ses mensonges. Alors je me dis, s'il y a quelqu'un qui est le roi de la mauvaise foi, alors il va penser être forcément super sincère dans ce qu'il dit, même s'il sait que c'est de mauvaise foi. Enfin, être sincère dans sa mauvaise foi, quoi, finalement. Il croit à son propre mensonge. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Celui qui est sincère, il y croit vraiment de tout cœur, quoi, à son mensonge. Ouais. Autre chose sur la sincérité là, dans la mauvaise foi? Georges, est-ce que tu as déjà vu des gens qui te disent « Mais je te jure, je te jure !» Tu as déjà rencontré des gens qui disent ça? Ouais. Et quand ils te disent « je te jure, c'est vrai !» tu les crois ou… Je les crois pas forcément, mais je vais pas. Je les crois pas forcément, mais je ne vais pas douter qu'ils soient sincères dans ce qu'ils me disent. Alors, oui, ils sont sincères, mais ils sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, plus ils te jurent, plus ça peut être quand même un petit peu douteux. Hein. Après, il y en a qui jurent et qui savent qu'effectivement qu'ils ne disent pas la vérité. Alors à ce moment-là, c'est autre chose. J'ai pas entendu la fin de ta phrase. Oui, ça passe mal. Ouais, j'ai l'impression que Laurent, sa connexion… Oui. C'est ma connexion. Elle revient toujours. Elle revient toujours. Il va revenir. Ouais. Oui, j'ai une connexion, c'est ma fiche qui est instable. Bon. Donc, on aurait l'idée que ce que propose Marlène, c'est qu'on est sincère, c'est-à-dire on croit à son propre mensonge. On y croit à fond, quoi.
Autre chose sur... mais on est de mauvaise foi, on se ment à soi-même. Je comprends l'exemple qu'elle a donné. Ça te va? Sophie, tu voudrais ajouter quelque chose sur mensonge et sur sincérité et mauvaise foi? Je ne comprends pas trop comment il peut être de mauvaise foi s'il n'est pas conscient. Il y a une sorte de conscience là-dedans. Il n'est pas conscient de sa mauvaise foi, donc il croit en ses mensonges. Il pense que ces mensonges ne sont pas des mensonges. Hein. Donc, où est-ce qu'elle est la mauvaise foi? J'arrive pas à comprendre. Il manque peut-être peut-être un raccourci, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut être de mauvaise foi alors qu'on n'en a pas conscience. Oui, alors, comment ça peut marcher ça? Antoine? La mauvaise foi, elle réside dans le fait qu'il a la possibilité de poser sa conscience là-dessus et qu'il ne le fait pas. Ah, alors là, c'est joli. Attention, là, il va falloir méditer ce que nous dit Antoine. Qui n'a pas compris Antoine? Alors, on va le reformuler, parce qu'il y a des gens, j'ai vu, là, il y a des têtes qui ont fait « Waouh !» Qui peut restituer le propos d'Antoine de sorte à ce que tout le monde le comprenne? Mathilde. Le micro, il est fermé. Oui, il faut que tu mettes ton micro. En fait, il est de mauvaise foi parce que, en fait, il aurait la possibilité de poser sa conscience. Du coup, j'ai perdu le fil. Enfin. Il aurait la possibilité de poser sa conscience sur sa mauvaise foi, mais il ne le fait pas. Ouais, ça te parle, ça, Mathilde, ça a du sens? Non, mais c'est le fait de remettre le haut-parleur, d'avoir zappé, mais en fait, c'était ça. Il a la possibilité de poser sa conscience. Ouais. Il aurait la possibilité de poser sa conscience, mais il le fait pas. Il ne le fait pas. Mais Mathilde, c'est clair pour toi, le propos d'Antoine? Ça a du sens pour toi ou pas? C'est un peu alambiqué. C'est un peu alambiqué. Bon, bah alors, est-ce que quelqu'un, peut-être on pourrait... Qui comprend le propos d'Antoine? Je pourrais poser ma conscience dessus, mais non, je ne le fais pas. Et donc, je suis de mauvaise foi. Qui comprend ce propos? Est-ce que quelqu'un pourrait l'illustrer peut-être par un exemple? Quand est-ce que ça nous arrive de faire des choses pareilles? Et Sylvie qui aurait un exemple, peut-être le temps de trouver un exemple. Tu me donnes la parole, je n'ai pas compris. Oui, ouais, vas-y Sylvie. Ouais. Oui. Par exemple, quand on a dit quelque chose de faux et on se rend compte qu'on a dit quelque chose de faux, mais on a honte. Par honte, on va s'enferrer dans la réponse fausse pour ne pas montrer aux autres qu'on s'est trompé. Et ça, c'est par peur d'avoir honte, en fait, par honte du jugement des autres. Alors, ce qui peut produire on s'enferme dans son erreur. On s'enferme dans son erreur. On dit quelque chose de faux, on s'en rend compte, mais on va persister. Et ça, c'est de la vraie mauvaise foi, puisqu'on sait qu'on a dit une erreur, mais on fait ce choix sciemment, parce qu'on ne veut pas perdre la face, quoi, comme on dit. Ouais, mais alors il y avait l'idée de sincérité, parce que dans ce que tu dis, si on le sait sciemment, on n'est pas très sincère. Et Antoine nous disait, donc son propos c'était j'aurais la possibilité de mettre la conscience sur mon mensonge, mais je ne le fais pas. Est-ce qu'on peut illustrer, parce que là tu donnes une idée un peu différente, est-ce qu'on pourrait illustrer par un exemple un peu concret? C'est pas facile, hein, mais enfin, ça doit nous arriver à chacun de faire des choses comme ça, non? Je pourrais le regarder, mais je ne veux pas le regarder. Qui aurait... Alors, il y a Gérard qui a un exemple. On va essayer de trouver deux exemples. Et il y a Anna aussi, tu as un exemple? Ouais, bah alors vas-y Anna, on t'écoute. D'accord. Bon, je prends un exemple assez trivial.
Mais on peut penser à quelqu'un qui entreprend de faire un régime et de ne plus craquer pour certains aliments. Et il va se remettre à craquer et à chaque fois, il va se dire « Non, mais là, c'est parce que… je sais pas, il va se trouver des excuses à chaque fois. Et au fond de lui, il sait que… Comment dire je sais pas, c'est une faiblesse de volonté. Enfin, c'est pas un élément extérieur qui fait qu'il rechute, mais c'est parce que lui-même, il n'a pas vraiment envie de changer ses habitudes, par exemple. D'accord. Donc là, il se trouve une bonne excuse, quoi, à chaque fois. Ouais. Oui, mais au fond de lui, il sait que… Oui, il sait bien il croit pas totalement à ses propres excuses, finalement. Oui, donc il faut qu'il y ait un petit décalage. Oui, je pense. Autre chose, si on peut illustrer le propos d'Antoine, hein, parce qu'il a semblé éclairer certaines personnes quand tu lui as dit, c'est-à-dire il est de mauvaise foi parce qu'il pourrait porter la lumière de la conscience, mais il ne le fait pas. Hein, c'est ça ton propos, Antoine? Et donc il est sincère, mais en fait, est-ce qu'on arrive à illustrer est-ce que toi-même, Antoine, tu as un exemple? Mais je pense que toutes les attitudes qu'on met à jour dans les ateliers, par exemple, ça peut être, ce sont des formes de mauvaise foi. C'est-à-dire, par exemple, de remplir le vide en parlant beaucoup, c'est une forme de mauvaise foi en disant bah, c'est parce que j'ai besoin de remplir, enfin, de parler. Enfin, c'est cette attitude-là peut être une forme de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on peut mettre de la conscience dessus, sur ce qui se passe et peut-être décider de moins parler, par exemple. D'accord. Alors, dis-moi si j'ai compris, c'est-à-dire celui qui se met à parler beaucoup, comme ça, il est sincère quand il parle. Il n'est pas en train de se dire, je raconte des histoires, il le fait très sincèrement. Mais il pourrait l'observer et comprendre pourquoi il le fait et arrêter de le faire. Ça? Voilà. Ça serait une attitude de mauvaise foi. Sincère, mais de mauvaise foi. Oui. Est-ce que c'est… Pour qui ça n'est pas clair, cette idée? Donc, c'est pas clair. S'il y a un certain nombre de personnes pour qui ça n'est pas clair. Bon, sincère et de mauvaise foi, comment ça peut marcher ensemble? Est-ce que quelqu'un peut nous réexpliquer ça? Marlène? Et de reformuler dans mes mots ce que vient de dire Antoine, c'est ça? C'est comme en atelier de philo, quelqu'un qui veut absolument, enfin qui prend la parole pour prendre la parole et dire et parler, il est sincère dans ce qu'il livre. Il est de mauvaise foi parce qu'il pourrait, il pourrait prendre un peu de distance et s'observer, mais il ne le fait pas et il est sincère dans le fait. Maintenant, mais je parle, je sais ce que je parle et je ne veux pas entendre le fait que je peux me poser en disant mais non, mais bien sûr, je le fais sciemment, quoi. Je fais comme si je ne pouvais pas faire autrement quand je suis sincère. Or, je peux faire autrement. Donc, ça rejoint d'ailleurs les analyses de Sartre, c'est-à-dire je peux m'abandonner à ma propre colère. Donc, quand je suis en colère, je suis sincère. Mais en fait, Sartre dit non, je suis de mauvaise foi parce que je joue ma propre colère. Je m'abandonne, j'ai choisi de m'abandonner à ma colère. Je pourrais aussi bien choisir de ne pas le faire. Pareil, quand je pleure, quand je hurle, il semble que je sois sincère, mais en fait, je suis de mauvaise foi puisque je ne prends pas cette distance, quoi, que je pourrais très bien prendre. D'ailleurs, enfin là, je me permets là, ce que je fais, c'est pas très catholique par rapport, orthodoxe par rapport aux ateliers où normalement je ne pose que des questions, mais là je peux pas m'empêcher, c'est la preuve qui revient. La preuve que donne Sartre, c'est que vous êtes en colère avec votre conjoint, mettons, c'est peut-être déjà arrivé à certains d'entre vous. Ça y est, chacun est dans sa colère, chacun gueule, et puis passe le voisin qui vous surprend là, et ben, tout de suite on arrête la colère. Alors le voisin, bonjour, et puis le voisin s'en va, puis on reprend. C'est bien la preuve que finalement, on joue la colère. Je pense que tout le monde a vécu ce genre d'expérience.
Hein, et donc là, on se rend compte qu'on est en train de jouer un jeu. Et pourtant, quand je suis en train de gueuler contre l'autre, je me sens très sincère dans ce que je dis. Mais non, en fait. Donc, il y aurait une sincérité menteuse. Enfin, en tout cas, c'est l'argument que donne Sartre. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste ajouter quelque chose pour comprendre. En fait, la colère n'étant pas tournée contre le voisin, le pauvre, il arrive chez moi, je ne vais pas continuer la colère contre mon mari, donc je m'interromps, mais la colère est toujours aussi sincère quand le voisin est parti. Antoine? Là, la différence, c'est pas tant par rapport à l'émotion que par rapport à l'acte ou à ce qu'on en fait. Enfin, la mauvaise foi, c'est dans le fait de s'abandonner à la colère et non pas choisir en conscience de agir de telle ou telle manière. Ouais, je comprends, mais quand tu es dans l'émotion, je pense que tu n'as pas de regard sur ce que tu es en train de... Tu n'as pas de conscience de ce que tu es en train de faire. Alors oui, après, tu peux avoir une prise de conscience et dire « Ah, ok, d'accord. » Mais après coup, ou si quelqu'un vient te mettre le point dessus, mais une fois que tu es dedans, je pense que ta colère, elle est tout à fait sincère parce qu'elle sort émotionnellement parlant et puis ton émotion va avec ta raison, même si c'est irrationnel. Après coup, ouais, je pense qu'avec la réflexion, là, tu te rends compte que tu étais peut-être de mauvaise foi. Mais pendant, ça sort brut, quoi. C'est pas clair, hein, ce que je dis. Hein. Je déborde. Alors, en tout cas, il y a le fait, chez Sartre, il y a le fait qu'on choisit toujours ce qu'on fait. Et y compris quand je pleure, y compris quand je me mets en colère, c'est un choix. Après, une fois que je suis abandonnée, alors effectivement, là, ça va être très dur de revenir en arrière. Mais il y a ce moment où je me livre à cette colère. Et peut-être pourquoi pas, mais c'est possible en même temps de l'arrêter, comme tu dis. Il suffit qu'il y ait ce regard sur moi et elle s'arrête. Ce regard, je pourrais me le donner à moi-même, mais je ne le fais pas. Bon, alors, on va revenir à Montaigne. On est parti chez Sartre, là. Hein. En tout cas, une définition de la bêtise. On avait dit une sottise bornée, une sottise de mauvaise foi, et on est en train de voir que finalement, quand on est borné d'une certaine manière, enfin, c'est l'hypothèse autour de laquelle on tourne, quand on est borné, on serait toujours de mauvaise foi. Et donc, on a dit que c'est ce qui irrite profondément Montaigne, et on a vu que finalement, à peu près tout le monde, y compris peut-être Jean-Luc, est irrité par la mauvaise foi. Donc, Léo disait que c'est quelque chose qui est très personnel à Montaigne, et on voit que finalement, ça nous concerne quand même un peu tous. Donc, ce n'est pas si personnel que ça à Montaigne. Mathieu, oui, qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais objecter à Montaigne, après tout ce qu'on vient de se dire. Oui. L'objection, c'est qu'il nous dit ne faut pas discuter avec les sots. Il nous dit ça avec une certaine opiniâtreté. Et si j'applique ces mots, c'est-à-dire que s'il s'impose avec opiniâtreté de jamais parler aux sots, et donc que lui-même est sot. Oui. Mais en fait, il le fait avec une certaine mauvaise foi, parce que 3 lignes plus loin, il nous dit, puis en plus, moi, quand je parle avec eux, ça m'énerve. Ah, je crois que tu avais dit que tu ne parlais pas avec eux, et en fait, tu parles avec eux. Je trouve qu'il y a une certaine mauvaise foi, finalement, sincère dans ce qu'ils nous racontent. D'accord. Montaigne lui-même serait prisonnier de cette mauvaise foi. Ouais. Il dit quelque chose, et puis de suite après, il pose une règle, et puis de suite après, il ne la fait pas. Et après, il nous montre qu'il ne la fait pas, puisqu'il dit quand même que les sots lyrides, ça suppose qu'il discute avec eux, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc il est le premier sot. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Mathieu? Anna? Oui, Montaigne ne se contredit pas. Simplement, dans la vie, on est amené malgré nous-mêmes à être confronté à des sots. Il n'est pas en train de dire que volontairement, il va se mettre à parler à des sots. C'est juste qu'il dit que dans la vie de tous les jours, avec ces gens, les gens qui gèrent, je crois, ses affaires, il est obligé de communiquer et parfois il s'avère que ce sont des sots et du coup, ça l'irrite. Donc, il n'y a pas de contradiction, selon moi, il n'y a pas de mauvaise foi. Ouais. Est-ce que tu devines, Anna, ce que va faire Mathieu? Une objection. Intéressant de voir hein,
la réactivité de Mathieu à ton propos. Alors, Mathieu, c'est important ce que tu veux dire ou tu as pris le temps Ça m'a permis de réfléchir un petit peu. Anna, c'est Anna, oui, Anna, elle objecte sur la mauvaise foi. Donc, je me suis emballé. Par contre, elle n'objecte pas sur l'opiniâtreté. Il dit qu'il ne faut pas parler aux sots avec opiniâtreté. Et il dit ceux qui sont opiniâtres, ils sont sots. Donc, il est sot lui-même. Ah, donc elle a répondu à une partie de ton argument. Mais sur la mauvaise foi, on peut suggérer que le pauvre, même si j'y crois pas quand même, parce qu'il écrit quand même avec beaucoup d'ironie et beaucoup d'humour, même si c'est écrit en vieux langage, je pense quand même qu'elle défend beaucoup Montaigne, quoi. Je pense qu'il doit bien aimer discuter avec les sots de temps en temps, mais... Ouais, alors, mais bon, attends. son objection est valable. C'est valable. Bon, mais là, on voit que tu ne veux pas lâcher le morceau quand même. Hein, mais sur le premier, non. C'est quelqu'un qui nous donne un précepte avec opiniâtreté, qui se l'applique lui-même, soi-disant avec opiniâtreté, et il nous dit les opiniâtres, ce sont des sots. Ou les sots sont des opiniâtres. Oui. Donc là, il y aurait une contradiction. Bah oui, s'il était moins sot, il irait voir des sots. Qui ne comprend pas Mathieu? Ah. Comme par hasard, Anna ne te comprend pas. Est-ce que je propose une question un peu différente, mais est-ce que vous comprenez pourquoi ça l'agace tellement, ce pauvre Montaigne des sots? Pourquoi? Enfin, il est apparemment pas tout seul, hein, parce que ça nous arrive à tous. Pourquoi on est agacé par quelqu'un qui est opiniâtre? Qu'est-ce qui nous agace là-dedans, en fait? Qu'est-ce qui agace Montaigne et éventuellement qu'est-ce qui nous agace? On va prendre quelqu'un qui a un petit peu moins parlé. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole qui a un peu moins parlé? Pourquoi les sots nous agacent? Hein? Georges. Alors, c'est un moment, enfin, de ce que dit Montaigne, hein, pour moi, je m'attache aussi à ce que dit Montaigne, c'est qu'il ne peut pas élever le débat. Il ne peut pas élever le niveau de discussion. Donc, à un moment donné, s'il sent qu'il stagne et qu'il ne peut pas aller plus loin, ça va l'agacer. Il a envie d'aller plus haut et puis ça ne marche pas, quoi. C'est ça. Un sot qui est buté. Okay. C'est ça qui peut qui agace Montaigne, en tout cas chez le sot. Ouais. Quelqu'un a-t-il une autre hypothèse? Qu'est-ce qui nous agace? Enfin, qu'est-ce qui agace, Montaigne chez le sot? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, en fait, on pose une question qu'on a déjà posée, parce qu'il nous fait tourner en rond. On a déjà dit ça. Voilà. Oui, c'est moi qui commence à fatiguer là. On va pas répéter les mêmes choses. Et en général, est-ce que parmi vous, il y a autre chose qui vous agace chez le sot, à part le fait que, Anna? C'est le fait qu'on n'ait pas écouté, en fait. On parle dans le vide avec un sot. Et oui, Anna, si tu parles à quelqu'un de buté, il ne t'écoute pas. Ouais. Et donc le dialogue n'est pas possible. Ouais. Un sot, le dialogue n'est pas possible. Autre chose sur ce qui nous agace chez le sot, Jean-Jacques? Il me semble que pour Montaigne, le sot, c'est pas seulement l'opiniâtre, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise mal la logique. Parce qu'il a parlé de la logique à un moment, et ça pourrait être ça aussi, la sottise, c'est de ne pas être logique. Et avec quelqu'un qui n'est pas logique, il est impossible de discuter. Oui. Donc là, à nouveau, ce qui nous agace, c'est l'impossibilité du dialogue. Autre chose, Sylvie? Le sot pourrait gâcher le plaisir de la conversation. Si l'art de converser pour Montaigne est un plaisir et un art, le sot pourrait gâcher ce plaisir, tout simplement. Ok. Et Stéphane, je vois que tu levais la main. C'était... Oui. Il me semble que ce qui agace Montaigne également, c'est le fait que les sots sont parfois suivis et pris pour des personnes intelligentes. Ah oui, oui. Ça l'agace aussi, pour les personnes qui ont de l'autorité, les hommes politiques, les savants, etc. Oui. Ça, c'est vers la fin, il me semble. Hein. Je ne sais pas si tu retrouves le paragraphe où il parle de ça. Mais oui, qui se souvient, bon, si tu ne retrouves pas, c'est pas grave, mais qui se souvient effectivement que quelque part Montaigne parle de ça, hein, ce qui l'agace aussi, c'est que les sots sont suivis.
Oui. D'accord. Et là, oui. Et pourquoi ça l'agace, Stéphane? Parce que lui, il est attaché à la vérité. Mhm. Lui, il veut faire la fête à la vérité, comme il dit, et il n'est pas content de voir que. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la vérité, alors qu'il est persuadé que c'est des grosses sottises quoi, qui sont dites. Oui, lui, c'est le prosélyte de la vérité. Zut, alors. Est-ce qu'il y a un côté chez Montaigne, il voudrait en même temps que tout le monde aille vers la vérité, alors. Ouais. Tout le monde, on va les éduquer à la vérité, mais ça ne marche pas. Et donc, il est irrité. Est-ce que ça a du sens, on va conclure là-dessus, de vouloir que tout le monde aille vers la vérité? Ça va être notre petite conclusion de ce soir, qui pense que tout le monde devrait aller à la vérité, et qui pense non, ça n'a pas de sens de vouloir ça. Je pense que ça a du sens de le vouloir, parce que si on le veut, on risque d'être irrité, mais qui pense que ça a du sens de le vouloir. Que tout le monde aille vers la vérité. Qui pense non, ça n'a pas de sens de vouloir ça. Ah. Alors, on va écouter des arguments qui voudraient montrer que ça n'a pas de sens de vouloir que tout le monde aille à la vérité. Jean-Luc? Disons que ça n'a pas de sens d'aller vers la vérité, car il y a peut-être plusieurs vérités. Oui, mais que tout le monde soit en quête de vérité, au moins. Ça a du sens, oui. Ça a du sens. Mais pas la vérité au singulier. Oui, alors évidemment, la vérité, mais chez Montaigne, il y a une quête de vérité. Il ne prétend pas détenir la vérité, mais il cherche une quête. Hein. Il y a un passage où il dit que de toute façon, la vérité, elle est bonne pour les dieux, mais c'est la quête, c'est la recherche qui l'intéresse. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que non, on ne peut pas espérer ça de tout le monde, c'est absurde, et pourquoi ce serait absurde? Stéphane? Parce que peut-être que la vérité n'aurait de sens que pour celui qui la chercherait, qui la voudrait, justement. Donc, on ne peut pas imposer ce désir à tous, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Mais alors, à ce moment-là, on n'est pas déçu si tous ces crétins, ils vont écouter des sots. Je ne suis pas déçu. Mais Montaigne est déçu, donc ça l'énerve. On peut supposer, donc, si ça l'énerve, c'est qu'il voudrait que tout le monde y accède. Alors, on va rester avec ce problème, peut-être sur lequel on pourra revenir demain. Relevez la main les personnes qui pensent, parmi vous, qui pensent, mais oui, moi, je voudrais que tout le monde soit en quête de vérité, qui pense ça. Oui, ben moi, j'ai un petit peu ça aussi. Ça pose des problèmes quand même. Qui pensent non, on ne peut pas attendre ça des humains, ça n'a pas de sens. Ok, donc on voit qu'il y a 5 personnes, 6 personnes. Donc ça peut faire un débat intéressant, on va pouvoir cogiter. Je propose qu'on s'arrête sur cette question. Est-ce que ça a du sens d'attendre de tout le monde qu'il cherche la vérité, ou au contraire, est-ce que ça n'a aucun sens? Et on reprendra la discussion là-dessus demain. Et si vous avez pour demain une autre question sur Montaigne que vous avez envie d'aborder, ou un problème, eh ben vous le proposerez demain. Je propose qu'on commence par cette idée de quête de la vérité, et puis ensuite on prendra la proposition de l'un d'entre vous. Ça marche? Ok. Des commentaires, questions? Philippe, je vois que tu es intervenu dans la conversation, parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Mais alors, quand tu as participé à l'oral avec le groupe, là, il y a du boulot. Hein. Philippe, tu ne veux pas faire une consultation philo avec un philosophe, là, non? Allez, Philippe, vas-y. Tu ne veux pas faire une consultation philo avec Jean-Jacques? Si, pourquoi pas. Ah, ben voilà. Ben, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous samedi matin ou dimanche matin.
Ok, n'hésitez pas à vous écrire, vous avez vos mails. Bien, eh ben, bonne soirée, puis à demain alors. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. À demain. Au revoir.